Bonsoir. Ce séminaire porte sur la justice pénale internationale. Je voudrais, de prime abord, rappeler qu'il existe d'autres enseignements dans le cadre de ce programme sur la justice pénale internationale, notamment en Master 2, il y a un cours fondamental sur la procédure pénale internationale. Et donc, dans le cadre de cette intervention, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la procédure pénale en elle-même, puisque nous aborderons ces éléments au niveau du Master 2. Dans cet enseignement, il s'agit, dans une première partie, de présenter les infractions internationales. Nous montrerons donc les éléments des crimes internationaux et l'imputation de la responsabilité pénale individuelle. Puis, dans une seconde partie, nous présenterons la juridiction pénale internationale. Nous parlerons d'abord des tribunaux pénaux internationaux, leur légitimation et leur opérationnalisation, et l'héritage juridique que l'on peut tirer de ces tribunaux. Puis, dans un second moment, nous parlerons de la Cour pénale internationale, sa légitimité, son organisation d'une part, puis les droits de la défense et la participation des victimes. Dans une troisième partie de ce cours, nous aborderons la question de la procédure pénale internationale, sans toutefois rentrer dans les détails, et nous verrons, d'une part, l'action pénale internationale, et d'autre part, le procès pénal international. Voici donc les principales articulations de ce séminaire que je récapitule. D'abord les infractions, puis la juridiction pénale internationale et enfin la procédure pénale internationale. Ce séminaire est d'une importance capitale pour ceux qui veulent comprendre le droit international pénal, ceux qui veulent comprendre la procédure pénale internationale, bref, ceux qui veulent comprendre la pertinence même de la justice pénale internationale. Dans mon propos introductif, je voudrais ici dire que la justice pénale internationale est capable de contribuer à instaurer la paix à long terme. Elle est capable d'assurer la stabilité et le développement équitable au sein des sociétés, notamment des pays qui sortent des conflits. Ces éléments sont fondamentaux pour construire un avenir exempt de violence. On peut donc dire que la justice pénale internationale est utile et nécessaire. Elle est utile et nécessaire parce qu'elle peut permettre d'éviter que la dignité et la sécurité de la personne humaine ne soient autre chose que des chimères. C'est pourquoi il est important de sanctionner les atteintes graves aux droits de l'homme et aux droits humanitaires. C'est pour cela que la communauté internationale a pris conscience de cette nécessité de mettre en place une justice appelée à défendre et à mettre en œuvre les exigences profondes de l'humanité. Il faut remonter très loin dans l'histoire du droit, avec des juristes comme Grotius,
comme Vatel pour comprendre l'irruption de l'humanité dans le droit et dans le droit international spécifique. L'histoire de la justice pénale internationale est une histoire ancienne, même si elle nous paraît être une affaire contemporaine. On peut remonter à 1268, après Jésus-Christ, pour parler d'un procès qui a eu lieu à Naples, le procès de Conradin von Hohenstaufen, condamné pour avoir déclenché une guerre injuste, pour que le procès nous donne un aperçu historique de l'ancienneté de la justice pénale internationale. Après des siècles de barbarie et d'avilissement de la personne humaine, il a fallu attendre le 19e siècle pour voir émerger des tentatives de codification de la protection de l'humanité dans le droit international, avec les conférences de La Haye de 1899 et de 1907, qui ont fixé le droit des conflits armés et les modalités du règlement pacifique des différends. La clause Martens, qui sert de préambule à la Convention de 1907, a placé les populations civiles et les belligérants sous l'empire des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Cet espoir, soulevé par l'intrusion des préoccupations humanistes dans les relations internationales, a conduit finalement à envisager la possibilité de mettre la guerre hors la loi et de transcender le sacro-saint principe de souveraineté des États. Mais, l'on a vu au XXe siècle, avec les deux guerres mondiales, avec les génocides du XXe siècle, que tant que les auteurs et leurs complices des crimes internationaux ne sont pas sanctionnés, il est à craindre des singuliers retours en arrière. La Charte des Nations Unies elle-même et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui l'a suivie ont commencé donc à échafauder une armature juridique visant à assurer la protection des droits de l'homme partout et pour tous. Ceci d'ailleurs inspiré des tentatives de réaliser une cour criminelle internationale prévue dans la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Mais une cour criminelle qui n'a jamais vu le jour. Même si, au demeurant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tribunaux ont été instaurés pour juger les criminels de guerre nazis et japonais. Il s'agit des tribunaux de Nuremberg et des tribunaux de Tokyo. L'on voit très bien que ce cheminement historique, cette prise de conscience de la nécessité de sanctionner les crimes graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, nous montre à quel point que cette œuvre de justice pénale internationale est une œuvre difficile et complexe. C'est par des tâtonnements, par des singuliers détours, que la communauté internationale est parvenue progressivement à ouvrir et faire fonctionner
quelques tribunaux. On peut en citer quelques-uns. Les plus récents, plus connus. 1993, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. 1994, Tribunal pénal international pour le Rwanda. 1998, Cour pénale internationale. 1999, Tribunaux hybrides du Kosovo. 2000, Tribunal pour le Timor oriental en Indonésie. 2002, Tribunal spécial pour la Sierra Leone. 2004, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour la poursuite des crimes commis pendant la période du Kampuchea démocratique. 2005, Chambre des crimes de guerre de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine. 2006, Chambre extraordinaire au sein des tribunaux cambodgiens. 2007, Tribunal spécial pour le Liban. 2010, Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui vient donc succéder aux tribunaux pénaux pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. 2012, Chambre africaine extraordinaire mandatée pour poursuivre les responsables des crimes commis au Tchad entre 1982 et 1980, notamment Hissène Habré. 2015, Cour pénale spéciale centrafricaine. 2016, la création d'une section pénale internationale, la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples avec le protocole de Malabo. Donc l'on voit que par tâtonnement, hésitation, recul, la communauté internationale ne lâche pas cette idée que les crimes internationaux doivent être sanctionnés. Ce qui nous intéresse ici, modestement, c'est de comprendre cette histoire passionnante de la justice internationale. De comprendre que la justice pénale internationale est une œuvre qui s'est inscrite dans le temps et qui reflète la conscience de l'humanité à chaque étape de son histoire. Cette justice pénale internationale est un terme générique qui regroupe, comme vous l'avez vu, plusieurs formes de tribunaux, des tribunaux hybrides, des tribunaux spéciaux, etc., etc., jusqu'à la Cour pénale internationale. La première étape de la construction de cette justice pénale internationale a commencé avec l'établissement d'une coopération policière et judiciaire entre États. C'est le cas notamment des conventions d'extradition qui visent à livrer une personne poursuivie pour qu'elle soit jugée par un tribunal interne d'un autre État qui la rechercherait. Donc ça, c'est la première pierre, la mise en place d'une coopération policière et judiciaire entre États. On n'est pas à un niveau d'internationalisation du procès, mais c'est une internationalisation de la coopération afin de faciliter la répression des crimes. La deuxième pierre qui vient s'ajouter à la première, c'est la détermination des infractions par des règles internationales. Plusieurs actes ont fait l'objet d'une codification en droit international. Les crimes de piraterie, de terrorisme international, de mercenariat, de faux monnayage, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression, etc., etc. Il s'agit donc de la deuxième étape, ce qu'on appelle l'internationalisation normative. Il s'agit de placer au niveau international la détermination d'un certain nombre de crimes et nous n'en sommes pas encore à une institutionnalisation de la justice, puisque ces crimes-là, pour l'instant, ce sont les tribunaux internes qui sont appelés à juger les auteurs de la piraterie, juger les auteurs du mercenariat, du faux monnayage, etc., etc. Puis vint la troisième pierre de cet édifice de la justice pénale internationale. C'est la plus récente.
c'est l'étape de la mise en place des juridictions pénales internationales, dont je venais de vous donner un aperçu de la liste. C'est la troisième étape. Donc, première étape, mise en place d'une coopération judiciaire et policière afin de rechercher les auteurs d'infractions et les traîner devant les tribunaux des États. Deuxième étape, l'élaboration des infractions internationales. Puis, troisième étape, la mise en place des juridictions internationales. Voilà donc le cheminement historique de la justice pénale internationale. Regardons donc, dans une première partie, comme nous l'avons précédemment indiqué, quelles sont les infractions internationales. Le droit international pénal découle notamment du droit international conventionnel, du droit international coutumier et des principes généraux de droit qui sont reconnus par les principaux systèmes juridiques du monde. Selon Bruno Sima et Andreas Paulus, les sources du droit international pénal sont identiques à celles du droit international général. Dès 1949, dans l'affaire du détroit de Corfou, la Cour internationale de justice rappelle que les États ne peuvent se soustraire à certaines considérations élémentaires d'humanité. Les États ne peuvent se soustraire à certaines considérations élémentaires d'humanité. Il s'agit pour la Cour d'indiquer que les crimes internationaux ne peuvent échapper à la justice, compte tenu de leur inhumanité. Compte tenu de leur inhumanité. Et dans l'avis consultatif sur les réserves à la Convention sur le génocide, la Cour indique que des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les États en dehors de tout lien conventionnel sont des principes de morale les plus élémentaires. Sont des principes de morale les plus élémentaires. Dans l'affaire relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour internationale de justice a évoqué les principes généraux de base du droit humanitaire, dont les conventions de Genève ne sont que l'expression la plus authentique. Je rappelle tout ça pour dire qu'au fond, il y a un fond commun, au-delà des textes conventionnels, il y a un fond commun coutumier qui peut fonder la répression pénale internationale. Et d'ailleurs, aucun État ne peut donc se prévaloir de sa souveraineté pour violer impunément de tels principes. Il n'y a pas à opposer sa souveraineté lorsque des crimes internationaux sont commis. Parce que les droits et obligations qui sont consacrés en la matière, selon la Cour internationale de justice, sont des obligations erga omnes. D'ailleurs, cette jurisprudence sera reprise dans l'arrêt Furundija du 10 décembre 1998 par le TPI grec qui précise que les obligations erga omnes sont des obligations vis-à-vis de tous, vis-à-vis de tous les autres membres de la communauté internationale, dont chacun a un droit corrélatif. On peut donc dire que les infractions internationales tirent leur légitimité de cette longue, très longue histoire juridique. D'abord, quels sont les éléments des crimes internationaux? Je voudrais à ce stade vous dire qu'il existe plusieurs publications, plusieurs ouvrages sur les crimes internationaux. Je ne vais donc pas tenir ici des propos surabondants sur les éléments que vous pouvez consulter. Je m'en vais vous donner ce qui peut être essentiel à comprendre sur ces crimes.
on doit d'abord indiquer que lorsqu'on parle des normes internationales pénales, on désigne deux catégories bien distinctes. Il y a les principes généraux identifiables dans tous les systèmes juridiques et codifiés par le statut de la CPI, les articles 22 à 23. Il y a les principes généraux. Prenez les articles 22 à 33 du statut de la CPI. Ça, c'est la première catégorie. Et on y trouve, par exemple, les principes de non-rétroactivité, que la responsabilité pénale est individuelle, l'incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans, le défaut de pertinence de la qualité officielle, la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, l'imprescriptibilité des crimes internationaux, voilà, tout ça. Deuxième catégorie, il faut noter, les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, selon l'article 5 du statut de la CPI, ce sont les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Voilà ce que dit l'article 5 du statut de la CPI. On peut donc rapidement évoquer, je vous renvoie aux éléments de crime que vous trouvez sur le statut, sur le site de la Cour pénale internationale. D'abord, le génocide. La notion de crime de génocide a été pour la première fois explicitée dans un texte à portée internationale à l'issue du procès de Nuremberg. L'acte d'accusation des grands criminels allemands précisait en effet qu'ils s'étaient livrés au génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire à l'extermination des groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou des classes déterminées de population et des groupes nationaux, raciaux ou religieux. Vous voyez, cette définition a ensuite été formalisée en 1948 dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Et elle a été reprise à l'article 6 du statut de Rome. Selon donc cette définition, le génocide s'entend de l'un de quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. 5 actes. Le meurtre des membres du groupe, les atteintes à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Quatrièmement, les mesures visant à entraver la naissance au sein du groupe. Et enfin, cinquièmement, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Voilà les 5 actes qui peuvent être qualifiés de génocide. Cette définition du génocide a été jugée en 1951 par la Cour internationale de justice comme relevant de la coutume internationale. Le génocide est donc, comme l'a rappelé le TPIR dans l'arrêt Akaïs du 2 octobre 1948, est donc le crime le plus grave, le crime des crimes, qu'il soit commis en temps de paix comme en temps de guerre. Le génocide est le crime des crimes. Contrairement à l'idée souvent qui est répandue, le crime de génocide n'est pas subordonné à l'anéantissement de fait d'un groupe tout entier, mais s'entend dès lors que l'un des actes visés que nous avons énumérés à l'article 2, alinéa 2A et E, a été commis dans l'intention spécifique de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial et religieux. On parle de génocide. Je vous renvoie donc à la lecture des éléments de crime
que l'on retrouve sur le site de la Cour pénale internationale. Le crime contre l'humanité, ce crime est aussi vieux que l'humanité elle-même. Je rappelle déjà que le 15 septembre 1890, un pasteur et écrivain américain, George Washington Williams, s'adressant au secrétaire d'État des États-Unis pour lui relater les activités du roi Léopold de Belgique au Congo, il a utilisé l'expression « crime contre l'humanité ». 1890. Mais il a fallu attendre l'accord de Londres du 8 août 1945 à l'article 211.1 à 213.5 qui donnait naissance au tribunal militaire de Nuremberg pour que l'on voit figurer cette consécration juridique des crimes contre l'humanité. Donc un long chemin a été parcouru de Nuremberg au statut de Rome, en passant par des procès Adolf Eichmann en Israël en 61, Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon en France dans les années 80-90, etc. Les tribunaux de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda pour arriver à la codification des crimes contre l'humanité dans le statut de la Cour pénale internationale. Et c'est donc important de rappeler que l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale, qui reprend l'article 3 du statut du TPIR, définit le crime contre l'humanité en 11 actes. Il y a le meurtre avec préméditation, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou transfert forcé des populations, l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. 8. La persécution de tout groupe ou toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans ce paragraphe. Les disparitions forcées, l'apartheid, et enfin, 11e, les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement des grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale des personnes. 11 actes qui caractérisent les crimes contre l'humanité. Mais notons tout de même que la définition que nous donnons au travers de ces 11 actes comporte quelques limites. Premièrement, la condition additionnelle de la politique d'un État ou d'une organisation mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 est très controversée. Parce que les crimes contre l'humanité découlent de la politique d'un État ou d'une organisation. Cette condition peut sembler restreindre le champ de compétences de la Cour pénale internationale, parce qu'il est souvent très difficile de prouver que l'auteur du crime avait conscience du cadre politique dans lequel il aura commis les crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, le crime contre l'humanité ne peut viser que la population civile. Les crimes contre l'humanité ne peuvent viser que la population civile, ce qui exclut d'office les militaires et les mercenaires des armées. Troisièmement, certains États interprètent les crimes contre l'humanité comme étant liés à un conflit armé. Le cas de la Chine, de certains pays arabes, de l'Inde notamment. Or, dans l'affaire Tadish, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, notamment sa chambre d'appel, a considéré
que l'absence de lien entre les crimes contre l'humanité et un conflit armé international est maintenant une règle établie du droit international coutumier. En d'autres termes, qu'il peut y avoir crime contre l'humanité, même en temps de paix. On comprend donc que le crime contre l'humanité n'est pas nécessairement lié à une situation de conflit. Dans l'arrêt Tadish, il a été précisé sur cette notion que les crimes contre l'humanité peuvent être commis pour le compte d'entités exerçant un contrôle de facto sur un territoire particulier, mais sans la reconnaissance internationale du statut juridique officiel d'un État de jure ou par un groupe ou une organisation terroriste. Je vous renvoie là aussi à la lecture des éléments des crimes sur le site de la Cour pénale internationale. Troisième crime, ce sont les crimes de guerre. Les crimes de guerre. Les crimes de guerre sont nombreux. Il faut partir des conventions de Genève de 1949 avec leurs prescriptions jusqu'à leur protocole additionnel pour comprendre ce qui peut être qualifié de crime de guerre. Les rédacteurs du statut de la CPI ont également choisi de faire référence aux conventions de Genève sans mentionner le protocole 2 de 1977 sur la protection des victimes des conflits non internationaux. La liste des crimes de guerre est énoncée à l'article 8. L'article 8 du statut de Rome. Il y a, sur la liste des crimes prévus, 34 crimes pour les conflits internationaux et 16 crimes au titre des conflits internes. Donc nous avons 50 catégories de crimes contre l'humanité. Là aussi, je vous renvoie à la lecture des éléments des crimes. Enfin, il y a le crime d'agression. La Charte des Nations Unies de 1945 a déjà envisagé cette question d'agression. Et dans un jugement du 30 novembre 1946, le tribunal de Nuremberg a clairement établi que la guerre est un mal dont les conséquences ne se limitent pas aux seuls États belligérants, mais affectent le monde. Déclencher une guerre d'agression n'est donc pas seulement un crime international, c'est le crime international suprême. C'est le crime international suprême. Ça, c'est dans les statuts de Nuremberg, le tribunal de Nuremberg. À un moment, c'était l'on qualifié de crime contre la paix. On peut donc dire que le crime d'agression qui est retenu comme crime international, mais qui n'a pas fait l'objet de précision dans le statut de Rome, a été ultérieurement déterminé. Je vous renvoie encore au site de la Cour pénale internationale. Une fois présentés les crimes internationaux, je voudrais alors, dans un deuxième chapitre, aborder la question de l'imputation de la responsabilité pénale internationale. Regardons d'abord, dans un premier temps, quels sont les auteurs principaux des crimes internationaux. Qui peut être, à qui on peut imputer un crime international? D'abord au gouvernant, naturellement. Et là, le concept de gouvernant se définit de deux manières. Dans un sens strict, le gouvernant exerce le pouvoir politique de l'État et il bénéficie donc des immunités dans l'exercice de cette fonction. Mais dans un sens sociologique, le gouvernant est celui qui décide, qui est leader d'une communauté, d'une organisation, dans la mesure où il exerce une autorité de fait ou de droit. Il prend des décisions qui sont respectées par tout ou par la majorité des membres appartenant à cette communauté.
Donc au sens juridique, c'est celui qui détient le pouvoir politique. Mais au sens sociologique, c'est celui qui exerce l'autorité, le leadership, et qui obéit au sein de la communauté. Alors, par tradition, le chef de l'État a toujours incarné la figure du gouvernant, dépositaire de l'autorité et protégé par le droit international. Je ne reviendrai pas sur cette question des immunités. Puisque ce qu'il faut retenir au fond, c'est que le statut de la CPI ne reconnaît plus les immunités. Donc, il n'est point besoin d'engager ici le débat controversé sur l'immunité de certains gouvernements dans le cadre de la procédure pénale internationale. On pourra y revenir plus tard, en Master 2, lorsqu'on évoquera la question de la procédure pénale internationale. Donc, il y a des gouvernants à qui on peut imputer la responsabilité des crimes internationaux. Il y a également les supérieurs hiérarchiques. Les supérieurs hiérarchiques. Qu'est-ce que c'est un supérieur hiérarchique? Le supérieur hiérarchique au regard du droit international pénal est non seulement celui qui a été désigné comme tel par la loi ou la réglementation, mais aussi celui qui exerce le rôle effectif du supérieur hiérarchique. C'est-à-dire, non seulement qu'on est désigné par le droit comme supérieur hiérarchique, mais on exerce également le rôle effectif de supérieur hiérarchique. Il peut s'agir d'un militaire, d'un policier, comme d'un civil, comme d'un élu, d'un responsable religieux. Le supérieur hiérarchique est donc un maillon dans la chaîne de décision. Il donne des ordres. Il peut juger ou punir ses subordonnés en fonction des instructions qu'il reçoit lui-même du gouvernant. C'est pour ça qu'il faut distinguer le supérieur hiérarchique du gouvernant. Le supérieur hiérarchique, lui, il est au service du gouvernement. Il peut être chargé d'appliquer, de faire appliquer ou de faire respecter des instructions spécifiques qui sont la traduction soit d'une instruction spéciale, soit la traduction directe d'une politique déterminée d'un État ou d'une organisation. Par conséquent, le supérieur hiérarchique est donc responsable pénalement s'il donne un ordre illégal ou s'il s'abstient à une obligation de faire. Dans l'affaire Martis, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a dit que certaines personnes, du fait de leur position d'autorité politique ou militaire, ont pu ordonner la commission des crimes. C'est la position qu'on peut. Ainsi, par exemple, parce qu'il se sait obéir, un commandant d'un camp de prisonniers peut directement donner l'ordre aux gardes du camp de violer les prisonnières. Ou bien parce que son comportement, il peut laisser croire aux gardes du camp qu'ils ont carte blanche pour violer les prisonnières. C'est-à-dire son attitude montre que, bon, ben, si vous le faites, moi, ça ne me regarde pas. Et ce comportement, on peut lui imputer la responsabilité des crimes commis sous son autorité. Dans la décision que je citais tout à l'heure du 10 septembre 1998, dans l'affaire Akaïzu, le tribunal pénal international a reconnu la qualité de supérieur hiérarchique à cet élu local dans le massacre de près de 2000 personnes dans sa commune. C'était un élu local, Jean-Paul Akaïzu. Mais on a reconnu qu'il exerçait effectivement l'autorité dans sa commune. Donc nous avons les gouvernants, nous avons les supérieurs hiérarchiques, mais nous avons également les exécutants. Les exécutants dans la chaîne, gouvernants, supérieurs hiérarchiques, puis exécutants. Qui est donc l'exécutant du crime international? L'exécutant est un individu qui obéit à un ordre
du supérieur hiérarchique et en obéissant à cet ordre, il commet un acte répréhensible au regard du droit international pénal. L'article 33 du statut de la Cour pénale internationale prévoit que cet ordre peut émaner même directement d'un gouvernant, d'un supérieur hiérarchique militaire ou civil. Trois affaires peuvent nous permettre de caractériser le statut de l'exécutant. Il y a l'affaire Tadić, l'affaire Erdemović et l'affaire Lanzo, devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Dans l'affaire Duško Tadić, le tribunal a reconnu l'accusé coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en précisant deux éléments essentiels de la responsabilité pénale individuelle, à savoir l'intention et la participation. L'intention et la participation. En effet, la simple présence peut encourager des actes, même si l'accusé n'y a pas pris part physiquement. Je dis, la simple présence peut encourager. Dans l'affaire Dražen Erdemović, le tribunal a jugé que l'ordre du supérieur hiérarchique peut justifier l'atténuation de la peine lorsqu'il est établi que l'accusé, c'est-à-dire l'exécutant, était contraint d'agir de la sorte, sous réserve que l'ordre ait eu effectivement une influence sur le comportement de l'accusé. Et dans ce cas, le tribunal a jugé qu'en l'espèce, les preuves révélaient une situation extrême, comportant un risque réel de mort si l'accusé, c'est-à-dire que l'exécutant, avait désobéi aux ordres. Dans l'affaire Ezad Lanzo, le tribunal a conclu à la responsabilité de l'accusé et a jugé que l'ordre du supérieur hiérarchique ne justifiait pas une atténuation de la peine en raison de la perversité avec laquelle l'accusé perpétrait ses crimes. Oui. Donc ces trois affaires montrent trois situations particulières qui nous permettent de caractériser ce que c'est un exécutant. Donc nous avons le gouvernant, nous avons le supérieur hiérarchique et nous avons les exécutants. Mais nous avons également ce qu'on appelle les auteurs secondaires des crimes internationaux. Donc, à côté de ces auteurs primaires, gouvernants, supérieurs hiérarchiques et exécutants, nous avons les auteurs secondaires des crimes internationaux. Il s'agit naturellement des complices et des participants. Les complices, ce sont en particulier des personnes, comme on l'a jugé dans l'affaire procureur contre Anto Fourndija par la Chambre de première instance du TPRE, qui a déclaré dans un jugement du 10 décembre 1958 qu'il n'existe aucune disposition conventionnelle en la matière. Mais on peut regarder le droit coutumier pour déterminer qu'est-ce qu'on peut entendre par complice. Et en l'espèce, le tribunal a établi que le témoin a subi des sévices et on peut comprendre que sur ce plan, l'élément matériel de la complicité peut être atténué. Là, elle a également à déterminer ce qu'on appelle l'élément moral, le mens rea, applicable pour faire naître la responsabilité. S'agissant d'abord de l'élément matériel, l'actus reus, la Chambre de première instance s'est vue le devoir de comprendre est-ce que le complice doit être, est-ce que la complicité doit être de nature matérielle,
ou elle peut seulement consister en des encouragements ou un soutien moral? L'acte, est-ce qu'on doit mettre sa main dans la pâte ou c'est des simples encouragements peuvent être considérés comme une forme de complicité? Ça, c'est pour l'élément matériel. Ensuite, il y a l'élément moral, ce qu'on appelle le mens rea. Dans cette affaire, il s'agit donc de voir, est-ce que la complicité est la même? Est-ce que le complice partage l'élément moral avec l'auteur du crime? Ou si le simple fait de savoir que ces actes aident l'auteur à commettre le crime suffit pour constituer l'élément moral. Et la jurisprudence indique que la deuxième condition suffit. Donc, on a recherché dans le droit coutumier les éléments permettant de caractériser qui peut être complice au travers de l'élément matériel et de l'élément moral. Ensuite, il y a la deuxième catégorie des auteurs secondaires, ce sont les participants. Les participants dans la perpétration des crimes internationaux. Dans l'affaire le procureur contre Dusko Tadić, la Chambre de première instance du TPR a considéré dans un jugement du 7 mai 1997 que le concept de responsabilité pénale individuelle directe et de culpabilité individuelle pour avoir assisté, aidé et encouragé ou participé à la différence de la perpétration directe est en soi une entreprise criminelle et qu'il faut rechercher dans le droit coutumier les éléments de la participation. C'est pour dire donc à ce stade que d'une part, il y a les auteurs primaires des crimes internationaux, les gouvernants, les supérieurs hiérarchiques et les exécutants, et d'autre part, il y a des auteurs secondaires, à savoir les complices et les participants. Voilà ce qu'on peut retenir sur les éléments d'imputation. À qui on peut imputer la responsabilité d'un crime pénal international? D'un crime international. Il y a d'un côté les auteurs primaires, les gouvernants, les supérieurs hiérarchiques et les exécutants. De l'autre, nous avons les auteurs secondaires, à savoir les complices et les participants. Après avoir donc examiné cette question, cette première partie sur les infractions internationales, les crimes et à qui on peut les imputer, on va donc regarder dans une deuxième partie ce qu'on peut entendre par juridiction pénale internationale. Ce sera donc l'objet de notre deuxième vidéo.